Horizon PhD, une série Papa PhD propulsée par le Fonds de recherche du Québec. Bienvenue à ce nouvel épisode d'Horizon PhD. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'avoir avec moi Anne-Marie Pilote, qui est passée par le programme des scientifiques en résidence du FRQ. Anne-Marie est titulaire d'un doctorat en communication politique de l'Université du Québec à Montréal, de l'UQAM. Elle est en ce moment directrice adjointe des études, volet recherche et innovation au Cégep de Jonquière. Et ses travaux de recherche portent sur le leadership et la participation des femmes à la vie politique. Elle cumule plusieurs années d'expérience en analyse stratégique et en relations internationales. Et elle a travaillé à Femmes et égalité des genres Canada, à l'Organisation internationale de la francophonie et à la délégation générale du Québec à Munich au sein du programme des SER, bien sûr. Bienvenue sur Horizon PhD. Anne-Marie, je suis super content de t'avoir ici avec moi aujourd'hui et qu'on puisse explorer ton passage par ce programme. Merci beaucoup. Bonjour, David. Bonjour. Donc, c'est ça, un trajet qui vient qui commence ici, où je le démarre, moi, un doctorat en communication politique. C'est intéressant, on passera à la série Horizon PhD, parce qu'à date, les personnes que j'ai interviewées, souvent, elles ont un trajet en sciences de la vie, et là, ils vont en diplomatie. Donc, on dirait qu'il y a comme un déphasage, mais après, si vous nous écoutez et que ça vous met curieux, vous allez voir que ça a du sens, indépendamment du domaine que vous venez au doctorat. Pour toi, je trouve qu'il y a un lien plus direct, Oui. mais je serais quand même curieux d'entendre comment ça s'est passé, comment tu as découvert le programme, et c'est ça, comment tu t'es décidé à aller à Munich, à une délégation du Québec à l'étranger, chose que moi, parce que avant que je commence Horizon PhD, je n'étais pas conscient de l'existence de ces choses-là. Je ne sais pas si toi, tu l'étais. Donc, c'est ça. C'était comment cette fin de doctorat, réflexion sur l'emploi et dans le fond, de trouver cette opportunité différente, peut-être un peu méconnue, des résidences scientifiques du FRQ. Comment ça s'est passé? Alors, moi, tout a commencé avec la pandémie de COVID-19. Alors, j'avais soutenu ma thèse en communication politique. J'avais vraiment un profil sciences humaines et sociales. Et après la thèse, j'avais eu la chance d'intégrer un programme du gouvernement fédéral pour les gens en fin de parcours doctoral. Et donc, j'avais intégré un poste vraiment en administration de la recherche au jeune ministère Femmes et égalité des genres Canada. OK, oui. Et déjà depuis 1 an et demi, je cumulais des fonctions où, avec le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada, on créait des programmes de subvention à l'intention des professeurs-chercheurs, notamment sur la question des violences sexistes et sexuelles. Mais est arrivée la pandémie de COVID-19 qui m'a ramenée à la maison. Alors, pendant près d'1 an et demi, donc je faisais quasi exclusivement du télétravail, sauf pour de rares déplacements. Et à un moment donné, je me suis lassée du travail à la maison. J'avais eu pendant la thèse la chance de séjourner plusieurs fois en France parce que j'ai fait une co-tutelle. J'avais une expérience de l'international. J'avais notamment fait un stage de recherche à l'Organisation internationale de la francophonie. Et puis, je vois un jour passer sur mes profils de réseaux sociaux cette offre du scientifique en chef du Québec que je suivais. Donc, je suivais sa page, je pense, Facebook ou LinkedIn. Et je vois apparaître ce profil de scientifique en résidence, tout à fait, j'ai envie de dire, unique, hors norme. D'ailleurs, je n'en ai pas revu de similaire à l'étranger dans les dernières années. Et je me dis: «Waouh, c'est fabuleux». Les fonds de recherche du Québec créent ce nouveau programme de scientifiques en résidence et je me souviens, il y avait plusieurs villes offertes. On pouvait, à titre de jeune docteur, soumettre une candidature pour Paris, Tokyo, la Corée du Sud, Munich et on demandait en fait à des jeunes docteurs de venir un peu contribuer à l'action internationale du Québec à l'étranger, mais sous la lunette, sous l'angle du conseil scientifique. Alors moi, au fédéral, j'étais vraiment déjà dans une trajectoire administration de la recherche, il y avait l'aspect scientifique, mais j'avais vraiment la volonté de repartir. Mhm. Peut-être que ça avait été propulsé aussi par la pandémie et je me disais que j'avais un peu, j'avais le bagage nécessaire pour soumettre une candidature, en tout cas, du moins pour tenter ma chance. Et le choix de Munich s'est expliqué simplement parce que je pense que j'avais envie de
d'un autre défi après la thèse, après la pandémie. Je connaissais très bien la France parce que j'y avais séjourné régulièrement pendant mes années d'études. Et Munich, je savais que c'était une grande ville d'innovation, de recherche. Je savais notamment que l'Allemagne investissait beaucoup plus que le Québec en recherche et innovation, qu'il y avait une espèce de hub à Munich sous la lunette scientifique. Et je me disais qu'apprendre une autre langue, parce que je ne parlais pas du tout allemand, ça allait me faire voilà, un double défi. Et donc, j'ai soumis ma candidature et puis chemin faisant, je me suis ramassée à Munich au printemps 2023. Très bien. Et donc tout ça s'est passé, tu le disais, parce que tu suivais la page du scientifique en chef. Tu as parlé du côté te donner des nouveaux défis, aussi aller à l'étranger, mais ne pas retourner à un pays que tu connaissais déjà. Mais après, moi, je trouve qui est, si je pense à moi à l'époque qui voyais ça passer, euh, le côté un peu différent de ce projet-là, c'est ça, c'est le côté de la diplomatie scientifique. C'est un terme qui ne me dirait rien. Peut-être toi, du fait de ton parcours, tu avais moins de chemin à faire pour comprendre qu'est-ce que ça voulait dire, mais qu'est-ce qui à part l'unicité du programme, à part le fait que, bon, toi, tu étais une candidate, tu remplissais les critères qu'il fallait et tu avais ce désir de faire quelque chose comme ça, c'est quoi d'autres caractéristiques ou d'autres items dans ce qui était offert, ou du moins dans ce qui était présenté dans cette offre d'opportunité d'aller dans les délégations. C'est dans la mission, c'est quoi qui t'a attiré? Qu'est-ce que tu te dis? Puis j'imagine que ça a sûrement changé une fois que tu es arrivé sur le terrain, mais qu'est-ce que tu t'es dit que tu allais apprendre, à part la langue, mais en termes de la diplomatie scientifique? Mais c'est un bon point parce qu'en 2023, maintenant, on parle beaucoup plus de diplomatie scientifique, d'autant plus avec le contexte politique actuel avec nos voisins du Sud. Mais à l'époque, ça émergeait. Puis j'étais curieuse. Qu'est-ce que le gouvernement du Québec entend par diplomatie scientifique? Quand on lisait bien la description du poste qui était vendu, c'était vraiment de contribuer à l'action internationale du Québec, mais d'un point de vue scientifique. Et j'avais écouté le scientifique en chef en entrevue à Radio-Canada, puis il disait vraiment que pour lui, c'était important que dans les délégations générales, les délégations, les bureaux du Québec à l'étranger, où on retrouvait des attachés économiques, des attachés culturels, des gens qui s'occupaient des questions linguistiques, notamment des questions d'emploi, bien, souvent, il manquait cet aspect de science. Et que lui souhaitait accroître les collaborations internationales de Québec entre chez nous et finalement les pays d'Europe, les pays d'Asie, les pays d'Amérique du Sud. Mais c'était aussi de dire comment on fait pour se donner les moyens, le Québec, et de nouer des formes de partenariats internationaux pour résoudre les défis de demain. Et ça, je trouve ça intéressant parce que on vit des problématiques de changement climatique. On vit des problématiques au niveau des enjeux avec les données, avec l'éthique des données. Et c'est de dire, ben, la science va nous donner les moyens, en tout cas, de proposer des pistes de solutions à long terme, et ça, c'est intéressant, et bien, c'est de dire, on se met déjà à la tâche en nouant des collaborations avec l'étranger, avec les chercheurs, les postdoctorants, les doctorants là-bas. Et ben moi, au fond, c'était vraiment d'épauler et de structurer à la délégation générale du Québec à Munich même, de donner les moyens, donc d'y parvenir avec les fonds de recherche et les équipes en place là-bas. Et je trouve que il y a aussi tout l'aspect, d'accroître les collaborations internationales, universitaires notamment, soutenir nos chercheurs qui cherchent parfois des partenaires à l'étranger et qui ont pas les moyens de le faire sur place. Donc moi, je deviens un peu une courroie de transmission, une tête chercheuse pour les fonds de recherche. Donc il y avait cet aspect-là qui a attisé ma curiosité. Ouais, excellent. C'est drôle, j'ai ri parce que mon plus vieux a des examens maintenant sur la transmission. Parce que tu as du courroie de transmission, puis on vient de parler de courroie de transmission hier, le soir avec lui dans ses révisions. Mais c'est intéressant parce que, en tout cas, si je garde un peu la métaphore, tu sais, les courroies de transmission, des fois, dans le contexte du secondaire 2, c'est transmettre une force d'un certain type vers
vers un autre objet et en tout cas, créer une force du même type, ou bien elles peuvent aussi transformer la force. Mais dans le cas des scientifiques en chef, des scientifiques en résidence, c'est une question, à mon avis, de tout ce que j'ai compris à date, c'est une question de formation, mais aussi de culture. Le fait, tu peux être une courroie de transmission parce que tu partages avec ces parties prenantes avec qui tu vas parler, qu'elles soient ici ou qu'elles soient à l'étranger, quelque chose qui est, tu as fait de la recherche, tu as fait un doctorat, et donc, il y a d'acquis, de choses qu'on n'a pas besoin de s'expliquer. Quand quelqu'un nous dit, ah, parce que moi, ça me prend de temps d'avoir les données, on va demander pourquoi. Toi, tu as fait de la recherche. Donc, je vais passer à une question qui des fois, je pose plus à la fin. Mais donc, si quelqu'un nous écoute, fait un doctorat, que ce soit en sciences humaines et sociales, que ce soit en sciences de la vie, et qui se dit, mais qu'est-ce que moi, je fais entre tu sais, des gens que dans ma tête, je m'imagine, ils sont costume, cravate, assis autour des tables. Pourquoi un PhD? C'est quoi mon rôle à table avec des gens qui font de la diplomatie? Parce que toute ma vie, la diplomatie, c'était un monde à part. Moi, je dis souvent que quand on amorce un parcours doctoral et qu'on le termine, on devient en quelque sorte un entrepreneur de soi. Et je Oui. m'explique. Parce que faire une thèse, ça amène à aller à organiser des colloques. Ça amène à aller chercher des subventions, à appliquer pour des demandes de bourse, à rédiger des articles scientifiques, à coordonner des numéros thématiques. Et en ce sens, devenir un entrepreneur de soi, c'est développer beaucoup d'autonomie et d'initiative, qui sont des qualités essentielles, je dirais, en diplomatie scientifique. Parce que quand on arrive sur le terrain, souvent, c'est les premiers postes d'attaché scientifique dans les délégations, tout est à construire. Et donc, il faut aller vers les partenaires étrangers, il faut entrer en contact, il faut se déplacer, il faut tisser des relations, il faut proposer de nouvelles choses. Et en ce sens, la thèse est un formidable atout. Avoir Mm. cheminer à travers tout ça et avoir complété, c'est des forces qui, je pense, sont les atouts majeurs en diplomatie. Et moi, je le dis maintenant aux jeunes avec qui je travaille dans les collèges, la thèse et même, je dirais, les études supérieures amènent à bien s'exprimer, à bien écrire, à vulgariser et à savoir analyser des textes complexes. Et quand on fait de la diplomatie scientifique et qu'on travaille dans plusieurs langues et qu'on a à rédiger des demandes de subventions, des demandes de partenariat, bien, ce sont aussi là des forces importantes. Ah oui. Et naviguer, même, je dirais même plus, dans le monde universitaire, c'est aussi naviguer à travers des rapports de pouvoir et on développe en ce sens un certain sens politique. Et ce sens politique aussi est un atout majeur en diplomatie parce que la diplomatie aussi, elle est traversée par des rapports de pouvoir. Oui. Donc tout ça, je pense, donne, donne peut-être même une longueur d'avance quand on arrive, dans un poste de diplomatie Mhm. et oui, alors qu'est-ce que je pourrais ajouter à ça aussi, à toutes ces forces, C'est déjà des belles forces, puis je suis content que tu les aies mentionnées, puis dans l'ordre que tu les as mentionnées, parce que souvent on parle, tu sais, quand on parle de compétences transversales, il y a d'autres choses qui viennent, mais le côté politique, c'est ça, le côté parce que c'est ça, se mener dans ce projet de 5 6 ans, dépendamment du doctorat, ben, ça veut dire que oui, on doit devoir faire affaire avec des gens, des différentes parties prenantes, avoir des échéanciers à respecter ou à négocier. Donc, oui, je vois exactement le lien entre tout ce que tu viens de mentionner et ce que tu as fait par après. Mais moi, ça allait m'amener à, à commencer à discuter de, tu sais, c'est quoi, parce que tu vois ce poste ou cette offre apparaître sur le profil du scientifique en chef, et tu postules, tu es accepté, tu as une idée de qu'est-ce qui va se passer. J'imagine qu'il y a de la communication et de la préparation, mais c'est différent après le jour où tu arrives sur le terrain. Et là, on a un premier projet, peut-être aussi on accompagne quelqu'un, et je suis sûr que nos auditeurs, nos auditrices sont très curieux de savoir, OK, on commence à comprendre pourquoi ça a du sens, mais c'est quoi l'expérience vraiment une fois qu'on arrive et comment ces compétences transversales que tu as apportées, dès le jour mmh 1, tu commences à les mettre, tu sais, à les mettre à profit, mais après aussi à peut-être les développer parce que tu vas apprendre des nouvelles choses avec cette équipe qui est autour de toi. C'est, en tout cas, peut-être je te laisserai faire un petit récit ouais. de cette arrivée, de comment ça se passe, l'arrivée dans l'équipe. Est-ce qu'il y a une personne qui nous chapeaute, qui nous mentor plus?
C'est ça, je... Il y a tout un monde, hein, entre, tout ce qui est pré-départ et l'arrivée sur place. Je pense que les fonds de recherche, en collaboration avec le ministère des Relations internationales, nous préparent bien dans la mesure OK. où, avant de quitter pour Munich, moi, j'avais une semaine pré-départ où on rencontre l'ensemble des acteurs allemands, suisses et autriches parce que la délégation à Munich couvre aussi la Suisse et l'Autriche. Et donc on rencontre notamment moi, j'avais eu la chance de rencontrer, la consul générale, d'Allemagne à Montréal, la consul générale de Suisse, la représentation de l'État de Bavière. Donc la Bavière, je ne savais même pas qu'il y en avait une. Elle est là depuis quand même longtemps. Puis j'avais lu des documents, notamment la stratégie, québécoise de recherche et d'investissement en innovation, les priorités sectorielles, intersectorielles des fonds de recherche. Mais une fois sur place, Mmh. ben là, le jour 1, il faut commencer, il faut se mettre en branle, il faut faire partir les projets. Donc on arrive à la délégation. Moi, j'ai eu la chance, bon, d'arriver dans une délégation générale qui est les plus gros bureaux, finalement, en diplomatie du Québec à l'étranger. C'est quand même des équipes qui sont stables, où il y a plus d'une quinzaine de personnes. La délégation, générale du Québec à Munich, elle existe depuis, près de 50 ans maintenant. Et moi, bon, la déléguée générale du Québec à l'époque, Élisa Valentin, m'avait vraiment accueillie à bras ouverts. Et tout de suite, j'avais été intégrée dans l'équipe économique. Il y avait les attachés économiques, attachés en innovation. Et moi, je trouvais que c'était stratégique et bien pensé parce que j'arrivais avec l'angle scientifique, hein. Souvent, recherche et innovation, économie, vont de pair. Et donc ça m'a permis de bien m'intégrer, d'avoir un aperçu rapide de l'ensemble des dossiers, de voir comment moi je pourrais m'y insérer. Puis pour vous donner un exemple de journée, typique dans une délégation, notamment tous les mardis, nous, on avait la rencontre très tôt le matin de l'équipe économique. Et donc, il y avait vraiment le partage des dossiers du jour. Et souvent, ben, faire de la diplomatie, ça implique des déplacements. Donc moi, j'étais soit amenée à me déplacer intra-Munich, dans les villes de Bavière et même parfois jusqu'à Berlin, jusqu'à Innsbruck, jusqu'à Zurich, pour des dossiers précis. Et c'était souvent des journées très chargées, variées, stimulantes. Je pouvais autant, ouvrir une journée d'études, sur le Québec par les partenaires allemands à Munich. Je pouvais présenter aux doctorants, postdoctorants allemands les opportunités de bourse, de séjour de recherche que nous offrons au Québec, à Montréal, Québec et dans les universités de nos régions. Je pouvais notamment travailler sur la rédaction de déclarations communes avec le ministère fédéral allemand de l'économie sur des thèmes propres à l'énergie, comme l'hydrogène vert, les batteries. Mmh. Je pouvais contribuer à l'organisation. À Munich, il y a des grandes foires technologiques, notamment en optique photonique. Donc, c'est de prêter main forte à l'organisation de cette journée-là et de mettre en lien nos entreprises québécoises avec des entreprises bavaroises. Et puis, ben, il y a pas d'agenda précis, j'ai envie de dire. C'est pas des journées structurées à la lettre, où on a un horaire de 8 à 4 qui est prédéterminé à l'avance. Il faut un peu construire notre agenda Mmh. au gré, je dirais, des opportunités qui s'offrent à nous. Donc c'est en construction et le défi est aussi là. Mmh mh. Donc c'est à nous un peu de se mettre en mode tête chercheuse et de voir là où il y a des opportunités, hein, de dire au fonds de recherche, ben moi, je me déplacerais dans tel événement en Allemagne je pense que ça serait bénéfique pour le groupe de recherche sur l'Arctique de l'Université Laval. Et puis, au fil des mois, ben, l'agenda se construit de lui-même. Donc, le défi d'être un scientifique en résidence, il est là aussi. OK. En tout cas, c'est très, très varié. Donc ça a dû pas, tu sais, en tout cas, ça a jamais été, je suis sûr, ennuyant, tu sais, comme, plate, comme on dit en bon québécois. Mais après, en tout cas, ce que ça me fait penser, c'est, tu sais, un doctorat, puis toi, t'as fait d'autres choses, clairement, tu étais impliqué sur d'autres choses, donc tu pas quelqu'un qui fait juste une chose dans la vie, j'imagine. En tout cas, tu as une curiosité, tu as une envie de participer et de développer des projets, mais tu sais, le doctorat, c'est une question qu'on creuse jusqu'au bout et après tu sais, on fait notre thèse, on publie, etc., si possible. Et là, tu me parles tu sais, d'un éventail de choses, tu sais, de nature complètement différentes, de thématiques, de sujets complètement différents. Euh, et donc, en tout cas, je me dis que euh, il a fallu, ben, il y a un fort côté réseautage là-dedans, c'est certain.
qui a commencé ici. Et ça, c'est le fun, le fait que tu arrives en ayant déjà croisé des gens ici. Donc, il y a déjà un pont qui commence à être fait avant de partir. Mais c'est comment tu sais, comment se négocie ou ça se navigue, tu sais, ce terrain où aujourd'hui, tu sais, je vais parler à des doctorants sur des bourses, etc., pour potentiellement qu'ils aillent au Québec, qu'ils fassent quelque chose en collaboration. Puis un autre jour, je vais participer à l'organisation d'un événement en photonique. C'est très diversifié et j'imagine que tu as eu des briefings. Je veux dire, il a fallu que, on- tu sais, au début surtout, on te montre un peu tu sais, comment faire, peut-être comment, avant que tu sois rendu à Mhm. proposer des choses, tu sais, tu sais, comment aller vers les premières personnes. Après, tu avais en plus t'avais tes cours d'allemand en plus à côté, j'imagine. Mais ce que j'aimerais savoir, c'est comment est-ce que, c'est ça, tu t'es comme amené à devenir cette personne dont la journée, comme tu dis, est super diverse, les journées ne se ressemblent pas. Et j'imagine qu'il y a peut-être pas un coaching, mais du mentorat Oui. Oui, puis mais on est bien épaulés dans les délégations et c'est là qu'on voit la force de l'équipe. On travaille oui, toujours en partenariat, toujours en collaboration avec la déléguée générale, avec le directeur économique, avec l'attaché en innovation. Donc moi, j'œuvrais toujours en collaboration au sein d'une équipe. On avait une confiance commune et c'est là aussi qu'on voit la force de la coopération bilatérale. C'est-à-dire que le Québec est présent en Allemagne depuis très longtemps. Puis, par exemple, la Bavière a une représentation à Montréal. Mais quand j'avais une question, par exemple, pour mettre en contact un chercheur bavarois avec une équipe de Montréal, on passait par la représentation de Bavière. Il y a aussi le ministère des Relations internationales qui a un pupitre, c'est-à-dire quelqu'un qui est complètement affecté au dossier OK. allemand, donc qui peut toujours nous aider, nous mettre en relation et nous placer en relation avec les bons acteurs. Il y a le ministère aussi de l'économie et de l'innovation du Québec. Il y a aussi des gens qui s'occupent finalement du territoire allemand et suisse-allemand, et autrichien. Donc il y a toujours cet aspect de circulation des contacts, Mm. des idées et c'est ce qui fait la richesse aussi de ce programme. Je pense que les scientifiques en résidence, du moins là où j'ai atterri, sont accueillis. On a envie de développer aussi au sein des équipes tout l'aspect science. Alors ça ne se fait jamais vraiment seul. OK. C'est ça, parce que je trouve que c'est important, parce que tu as dit tellement de choses, je me dis peut-être la personne qui écoute, elle va se dire, ouh, en tout cas, je sais pas où elle était allée chercher toutes ces compétences, mais moi, je les ai pas. Puis ce que tu dis, puis c'est important, c'est que tu es toujours entouré, il y a cette espèce de réseau qui est déjà là et qui, dans le cas de Munich, existe depuis un certain temps. Et donc, c'est comme si tu avais des lignes téléphoniques privilégiées déjà pour certaines questions. Tu sais déjà, tu parles à telle personne, tu parles à telle Absolument. personne, Puis je pense que parce que ce programme-là est pour des jeunes docteurs, mais je pense aussi que même si on est peut-être moins dans la rédaction d'articles scientifiques, on reste dans l'univers de la recherche. Donc, ce sont des choses que l'on connaît. Quand on est amené à ouvrir une journée d'études ou à travailler sur des partenariats de recherche, on reste dans du matériel avec lequel nous sommes familiers et familières. oui, oui. Mais en tout cas, c'est clair que c'est tu sais, sans ça, il y aurait moins d'intérêt à avoir quelqu'un Mhm. qui vient d'un profil de recherche. Et c'est ça, c'est un peu ce que je disais au début. On veut des personnes avec ce profil-là parce que elles vont pas, surtout, mettons que tu arrives de chimie analytique, tu vas pas utiliser tes compétences techniques de pointe que tu as utilisées dans ton doctorat, mais tout le reste, toutes Mais les tout le compétences reste. transversales, là, tu vas les utiliser. Mais ce que je pense qui, euh, qui est intéressant dans tout ça, et que quand on est au doctorat, on a peut-être tendance en tout cas, dépendamment des personnes là, mais un doctorat, ça peut être tu sais, ça peut nous isoler Mhm. beaucoup. Et là, ce que es en train de me raconter, c'est d'arriver à une place où là, t'es pas du tout isolé. Un, tu es entouré par une équipe, mais deux, c'est comme s'il y a comme une espèce de système nerveux super développé duquel tu peux maintenant profiter pour amener, tu sais, pour faire avancer les différents projets que tu as. Et, euh, et je pense que ça,
tu sais, c'est un des grands, des personnes que j'ai parlé dans le programme, un des grands apprentissages, c'est ce super pouvoir de réseautage et d'avoir, même si aujourd'hui, en tout cas, t'es dans les cégeps, fait que c'est un autre réseau, tu n'es plus dans ce réseau-là, ben, tu as encore ces contacts-là ou des contacts de ce réseau-là, mais tu as vu comment ça marche et tu vas pouvoir appliquer certaines de ces choses-là où que tu ailles après professionnellement. Oui. Est-ce que tu confirmes ou je Oui, je extrapole confirme. trop? Oui, absolument. Puis je rajouterais aussi que dans ce réseautage-là à l'étranger, moi, j'ai découvert une chose absolument formidable quand j'étais scientifique en résidence, c'est que la diplomatie scientifique, Monsieur Quirillon l'a incarnée vraiment à travers la francophonie. Puis la francophonie, c'est une grande, grande famille. Je pense qu'il y a 84 ou quelque chose comme ça, membres, Mhm, mhm. gouvernements membres de la francophonie. OK. Mais quand je suis arrivée à Munich, moi, je me suis aperçue qu'il y avait le consulat de France, il y avait les équipes de la Suisse, il y avait les équipes de la Belgique, et toutes ces équipes ont aussi des attachés scientifiques. Donc, il y a tout ce réseau-là de la francophonie à l'étranger, même dans un pays allemand, à développer. Et ça m'a aidé beaucoup, beaucoup dans mon travail, dans le fait de me trouver des alliés. Et je pense qu'il faut creuser ça en diplomatie scientifique. La diplomatie scientifique, elle est beaucoup réfléchie, elle est beaucoup pensée en anglais, mais il y a tout ce réseau francophone Mhm. qui est là, qui existe et qui reste à exploiter. Ben oui. Mais c'est intéressant que tu dis ça parce que j'aurais pas imaginé. Mais après, quand tu penses géographie, c'est logique. C'est logique géographiquement. Puis de pas, en tout cas, juste le fait, c'est la Belgique même. Même il y a des pays, même plus, tu sais, plus vers l'Est, qui sont francophiles, qui sont pas, tu Oui. sais, en tout cas, c'est très, très intéressant. Et donc, t'as dû pour toi, c'est une petite surprise, mais aussi, waouh, ok, je vais pouvoir comme travailler dans la francophonie là-dedans. Euh, et donc, là, parce que là, tu parles de l'anglais, on parle anglais-français, l'allemand que tu as appris entre-temps, et donc, en tout cas, que j'imagine tu as essayé d'intégrer un petit peu à tes communications, mais au jour le jour, c'est sûr, bon, si tu parles à comment dire, des représentants de la Belgique, etc., tu parlais en français, mais après, par exemple, avec les personnes d'Allemagne, c'était en anglais que ça se passait? Avec les partenaires allemands, moi, j'essayais le plus bavarois, j'essayais le plus possible de parler allemand. Ok, Du moins au plus d'entretenir au plus vite possible. une conversation, Ok. avec le maximum d'allemand que je pouvais tirer de mes leçons et de mes cours. Puis pour moi, la diplomatie, c'est aussi ça. C'est le respect, des partenaires Mhm, qui mhm. sont devant moi et qui sont bavarois, qui sont allemands, qui sont suisses-allemands, qui sont autrichiens. Et pour moi, il y a la thèse, c'est aussi la curiosité, la volonté d'apprendre. Puis pour moi, tout cet apprentissage de l'allemand découlait d'une curiosité, d'une soif d'apprendre. Et la diplomatie, je pense, c'est ça. C'est alors, jusqu'à la limite de mon allemand. Après parfois, je bifurquais en anglais et en français. Puis je me suis aperçue aussi qu'en Europe, ben, les diplomates parlent souvent plusieurs langues. Et ça, c'est avec surprise. Et puis pour moi, c'est absolument très impressionnant de rencontrer quelqu'un devant moi qui maîtrise peut-être voire 4, 5, 6 langues. Et ça m'a donné envie d'apprendre un Ouais, allemand encore plus poussé. ouais. Merveilleux. Très bien. Maintenant, comment on explique à notre famille, c'est ça, tu sais, les gens qu'on va laisser, parce qu'on décide, OK, je m'en vais à Munich, on va laisser pendant un an des gens en arrière. Oui. Mais comment on explique à la famille, oui, oui, j'ai fait un doctorat sur cette question, etc. Et là, je m'en vais faire un contrat post-doctoral, puis je vais faire de la diplomatie scientifique. Donc, vulgarise donc ça un peu pour démystifier, puis aussi parce que ça sonne, de diplomatie scientifique, c'est un peu, ça peut faire peur. Oui, ça peut faire peur. Comment est-ce qu'on vulgarise ça? Comment est-ce on dégonfle ça pour que les gens ils se disent, OK, non, OK, je peux le faire moi aussi, même si je suis je sais pas, moi, si quelqu'un me dit d'ailleurs, même si, tu sais, pour ma thèse, j'ai chassé, tu sais, j'ai pas chassé, mais j'ai attrapé, tagué, puis relâché des mouflons dans la montagne, je peux aller faire de la diplomatie scientifique. Ben, je pense qu'il faut d'abord dire que, les fonds de recherche du Québec ont développé depuis quelques années un nouveau programme pour des docteurs qui viennent de soutenir, je pense que c'est dans les 5 Cinq, dernières a dans- 5 dernières années et qui a besoin d'un appui dans les délégations à l'étranger. Au fond, pour donner un conseil
scientifiques dans l'administration publique. Et ça, c'est majeur parce qu'on a besoin de ce conseil-là pour relever les défis de demain. Donc moi, c'est la façon dont je le vendrais aux conjoints, amis, famille. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que M. Quirion et son équipe ont voulu développer un autre type de carrière tout aussi valable que celle de professeur d'université. Mhm. Donc, c'est novateur en ce sens. L'idée de dire, ben, on développe d'autres types de profils de carrière qui permettent à un jeune PhD de mettre toutes ses compétences à profit Mhm. pour développer des coopérations scientifiques avec le Québec et ses partenaires étrangers. Oui. Bon, et après, donc, je vais ajouter un petit peu. Puis aujourd'hui, ça a pris un peu d'expansion et c'est aussi dans les ministères au Québec. C'est aussi dans le municipal au Québec. Donc, si voyagez, laissez votre conjoint, etc., laissez votre famille, vos amis, c'est pas dans vos plans. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas être scientifique en résidence. Aujourd'hui, c'est possible. Puis il y a des belles offres qui se font constamment. Mais ce que j'ai aimé dans ce que tu as dit, et je trouve que tu étais très bonne dans comment tu l'as fait, c'est que tu as dit, le FRQ a fait ça, donc a créé ce programme-là parce que ces entités-là, que ce soit ministériel, municipal ou dans les délégations à l'étranger, ont besoin de vous. Et c'est vraiment une belle angle à prendre pour que les gens ils se disent, j'ai quelque chose dont ils ont besoin et dont ils manquent. Parce que je pense qu'une des choses qui motive les gens à prendre des choix dans la vie, c'est sentir qu'ils vont être utiles. Oui. Et ce que tu es en train de me dire, c'est que, le FRQ a eu cette vision, et le scientifique en chef et Rémi Crayon ont eu cette vision de les PhD sont utiles. Il y a un potentiel d'utilité des PhD dans telle place dans le tissu socio-économique, diplomatique, etc. Ils ne le savent pas. On va créer un programme pour eux. On va ouvrir cette branche et cette nouveau type de carrière. Et, donc, je trouve que c'est versus se dire, ah, je vais aller dans un espace où, à mon avis, je n'appartiens pas. Je pense qu'il faut faire confiance à Rémi Quirion, faire confiance au FRQ, faire confiance à tous ces gens-là et de se dire, OK, si eux, ils savent ou ils disent ou ils créent un programme parce qu'ils considèrent que même si j'étais au labo avec des pipettes, il y a quelqu'un qui a besoin de moi dans un bureau à l'étranger pour créer des collaborations et faire des ponts, je vais leur faire confiance. Parce que ça peut être très étranger pour quelqu'un. C'est l'idée d'aller faire tout ce que tu as décrit pour quelqu'un. Et puis, je parle toujours comme quelqu'un qui a fait, moi j'ai fait de la biologie cellulaire, être dans un labo avec des animaux, des cellules, des pipettes. On me dit, est-ce que dans 5 ans, tu te vois à Munich à faire de la diplomatie scientifique? J'aurais dit non à l'époque. Mais juste pour répéter, j'aime beaucoup le fait que, quand je t'ai demandé de vulgariser, ce que tu as dit, c'est il y a des gens qui ont besoin de ton aide. Tu ne le sais pas, mais ils ont besoin de toi. Puis je pense que ça, c'est vrai que ça peut être un très bon motivateur. C'est comme, il faut voir ça, je pense, comme une autre forme de texte. Et je m'explique. On est habitué aux articles scientifiques à rédiger, mais les politiques publiques ont aussi besoin de la science, ont aussi besoin de docteurs qui passent à travers ces politiques publiques et qui soulèvent, ah, ben là, appuyé sur des recherches, on aurait besoin de revoir ce paragraphe. Par exemple, je prends une politique publique qui vise à construire des maisons écologiques, davantage en durable, si on veut. On a besoin de l'aide des gens qui ont une thèse en géographie, en sociologie, qui peuvent apporter leur point de vue critique sur la question. Et je dirais d'autant plus aujourd'hui. Oui, et qui ont lu ou même écrit des méta-analyses et des choses comme Voilà. ça, et qui vont être capables d'amener cette méthode scientifique et cette façon non seulement de voir un problème complexe, d'être capable de le décortiquer, mais après d'être capable d'avoir des propositions de réponses qui sont Concrète. étayées, Et concrètes, sur des données probantes, sur des articles, etc. Et ça, c'est vrai que les personnes que j'ai interviewées qui sont dans le municipal, elles sont full là, exactement dans ce cadre-là. C'est quasiment juste ça qu'ils font, c'est contribuer à la rédaction des conseils qui vont être après passés à un sous-ministre, etc., pour après qu'il y ait une décision peut-être politique. intégré dans une politique publique. Et c'est intéressant parce qu'après, ben, ça
Ça prend acte dans la législation des municipalités, des gouvernements provinciaux, dans les partenariats internationaux du Québec avec les pays étrangers. Oui. Et donc, c'est ça, un peu, tu parlais un peu de, oui, on parlait les deux de la conjoncture actuelle, et puis du fait que dans certaines parties du monde, ou peut-être dans la globalité, la science, des fois, elle se fait malmener un peu, ou les scientifiques, il y a une perte de confiance à certaines places, ou même une croissance de la méconfiance par rapport à tout, en tout cas, au procédé scientifique et à ce qui se passe à l'intérieur des murs de l'université. Et là, c'est l'occasion, comme jeune scientifique formé, ben, d'aller participer, d'aller souvent la motivation que j'entends aussi, c'est si par exemple, mettons, ton exemple, il y a une décision à prendre politique sur des règles de construction écologique de bâtiments, et puis de se dire, dans 5 ans, de pouvoir regarder et dire, moi, il y a 5 ans, j'ai participé à l'étude ou à la rédaction de l'opinion, ils ont des termes pour ça, mais en tout cas, du document qui a finalement mené à cette décision. Tu sais, c'est rare, tu sais, un scientifique, là, souvent, on va attendre, ça va être après notre doctorat qu'un résultat, comment dire, tangible de ce qu'on a fait va être accessible à nous. Puis là, si en plus, vous voulez ou vous aimeriez avoir un impact plus rapide sur la communauté autour de vous, c'est encore une belle façon de le faire, être scientifique en résidence. Oui. Euh, Puis actuellement, on le voit, à l'échelle mondiale, il y a toute une reconfiguration des alliances mm, diplomatiques, mais cette reconfiguration se passe aussi en sciences. Et là, le regard notamment est tourné vers l'Europe, entre autres, mais avec le programme Horizon Europe. Actuellement, c'est le plus grand programme de financement de la recherche au monde. Le Canada vient d'être nommé, va pouvoir finalement demander, soumettre des candidatures. Alors, tout ça va amener, je dirais, une série d'opportunités assez fantastiques mhm, mhm. pour le Québec, entre autres. Et j'imagine, va, va faire que, en tout cas, ce que tu viens de me dire me fait penser que pour que ces collaborations aient lieu, il y aura des conversations qu'il faut qu'il y ait lieu, puis il va falloir des gens comme vous pour être scientifique en résidence, pour les avoir. Donc j'imagine que les occasions et la place pour les scientifiques en résidence va aussi s'accroître avec ce changement. J'espère. Comme personne chercheuse scientifique qui a fait ton doctorat, qui a fait ton trajet, si tu penses à toi comme candidate à l'emploi avant le passage dans le programme des scientifiques en résidence, et après, c'est comme si c'était quelqu'un de différent. Tu sais, Mhm. le programme t'a changé, puis il a changé tes horizons. Euh, et j'aimerais savoir si tu serais ouverte à parler un petit peu de, euh, tu sais, c'était comment ce retour, et aussi de comment le passage par le programme a potentiellement changé. Qu'est-ce que tu voyais comme possibilité pour toi par après, et qu'est-ce qui est venu et où tu es Ouais. aujourd'hui? Hem, Moi, ça a été une fantastique année, à Munich, et j'avais ça a un peu concrétisé ma volonté de travailler, toujours, au bureau avec des personnes en présentiel et de ne pas retourner en télétravail. OK, OK. Donc ça, j'avais cette certitude au fond et je me disais qu'après cette expérience, j'avais le désir de poursuivre en administration de la recherche et qu'avec les compétences acquises, j'avais un bagage, pour peut-être soumettre une candidature pour un poste, pour un poste de cadre. OK. Et moi, mon conjoint, parce qu'on fait toujours le choix de quitter, mais on évolue, amoureux, amis, famille, il y a tout ça qui entre dans la balance. Et pendant que j'étais à Munich, moi, mon conjoint, qui est un historien, du Moyen Âge, s'est placé à l'Université du Québec à Chicoutimi. Alors, il a obtenu un poste d'historien et qui est ma région natale par ailleurs. OK. Alors pour ça, c'était de bonnes nouvelles Ah oui. parce que j'ai encore ma famille et puis, quand je suis revenue à la fin d'avril 2024, pratiquement 10 jours après mon arrivée, les astres étaient alignés. Donc s'est ouvert un poste de cadre en administration de la recherche au cégep de Jonquière Oh wow. comme, directrice du bureau de la recherche et de l'innovation. Et puis la recherche, c'est quand même très fort dans les cégeps, avec tout le réseau des CCTT, les centres collégiaux de transfert et de technologie. Donc, il y avait toute la question de comment appuyer les enseignants-chercheurs qui veulent faire de la recherche, comment développer de la recherche au sein des collèges.
Et je savais que, qu'au cégep de Jonquière, vraiment, c'était un pionnier dans le réseau collégial de la recherche. Donc ça en faisait depuis 40 ans et voilà comment je me suis retrouvée, directrice adjointe des études dans ce collège, responsable du volet recherche et innovation. Donc, est-ce que si on te fait reculer une année en arrière, une année avant le programme, et que cette occasion ou ce poste apparaît, en tout cas, est-ce que tu penses que tu aurais postulé? Est-ce que tu penses que tu aurais été une bonne candidate? Et puis, en tout cas, je cherche des liens là, mais en quoi tu penses que le passage par le programme a fait de toi une bonne candidate et a fait que finalement tu as eu le poste et que là, tu as un poste où je vois, là, Mmh. t'aimes ce que tu fais, tu te sens bien, puis qui remplit plein des choses que tu voulais pour toi Alors, je ne professionnellement. sais pas si j'étais rendue pour me projeter finalement en région à ce moment-là, avant de partir pour Munich, mais j'ai envie de dire que le hasard fait bien les choses parce que pendant mon passage à Munich, j'ai notamment accompagné des CCTT du Québec qui se cherchaient des partenaires en Allemagne. Et entre autres, notamment, j'ai travaillé avec un groupe en Bavière qui se spécialisait sur la chanson québécoise et au collège, au cégep de Jonquière, qui est responsable du centre d'études collégiales de Charlevoix, il y a une enseignante-chercheur qui a fondé un groupe de musique sur la chanson québécoise, en littérature. Et donc là, je vois toutes les opportunités qui s'offrent à moi de mettre ces 2 groupes, Bavière-Québec en commun. Je savais davantage comment les CCTT fonctionnaient. Tout l'aspect recherche interordre aussi, j'ai envie de dire, je l'ai acquis pendant mon passage comme scientifique en résidence, avec les fonds de recherche qui misaient beaucoup sur la question interordre, donc université, collège, donc je le faisais, donc j'accompagnais les 2 types de regroupements de recherche pendant mon passage. Alors, le hasard fait bien les choses. Mais encore, en tout cas, encore un autre point pour moi, super intéressant du programme, c'est que des fois, en tout cas, on peut se dire, ah, un premier départ, mettons, à l'étranger, si on va dans les délégations, ça peut être une rampe de lancement pour après rester à l'étranger. Mais du fait que on fait de la diplomatie entre le Québec et le pays où on est, les liens avec le Québec restent très forts. Très Et donc, retourner, on gagne aussi comme en réseau, mais aussi en expérience et en connaissance du tissu socio-économique québécois. Et donc, ça va aussi comme ça, j'ai un terme de jardinage, mais ça va fertiliser le terreau de notre retour au Québec aussi. Oui, vraiment. Ça, c'est super intéressant. Ça nous donne aussi toute une compréhension de comment fonctionne l'appareil diplomatique du Québec à l'étranger. On a en tête des opportunités, puis tout est une question de perspective. Puis je vais donner une image qui m'avait touchée à l'époque. On a un cinéaste au Saguenay-Lac-Saint-Jean, dans ma région natale, qui s'appelle Sébastien Pilote. On partage le nom de famille, mais on n'a aucun lien de famille. Mais dans un film qui s'appelle La disparition des Lucioles, très beau film par ailleurs, mais il y a quelqu'un, la protagoniste principale est devant la baie, devant le fjord à la baie et elle dit: «Tout est une question de perspective». Elle dit: «On peut voir finalement, on peut voir le fjord comme vu de l'intérieur et qu'on est pris dans notre propre région ou on peut voir le fjord comme une rampe de lancement». Et puis actuellement, dans un poste en région, c'est comme ça que je me vois. Je vois aussi, tu sais, toutes les possibilités de développement, notamment pour notre collège, avec le Québec, mais aussi avec l'international. Quand on se lance dans un doctorat, moi, les gens que je connais, d'habitude, là, pour moi, il y a une partie, c'était vouloir enseigner, vouloir être prof, mais, tu sais, moi et la plupart des gens que je croise, euh, une des choses qui vient directement, c'est une curiosité, des fois plus généralisée, mais c'est une curiosité pour quelque chose de particulier que on sent que si on choisit le chemin d'aller vers un emploi, comme après le bac ou après la maîtrise, on va pas assouvir cette curiosité-là. Puis des fois, on arrive à la fin de notre doctorat, là, on a peut-être compris que être prof, finalement, c'est pas exactement ce qu'on pensait, mais on a encore cette curiosité, on a encore tu sais, cette envie de, même si on termine notre doctorat, on a ce diplôme qui est le diplôme le plus élevé qu'on peut avoir. Euh, on veut peut-être plus rester au labo, mais tu sais, on aimerait continuer à apprendre et à peut-être être surpris
parce que ce bagage scientifique qu'on a accumulé euh, après toutes ces années, on aimerait continuer à l'utiliser puis à être surpris et à trouver quelque part où on peut encore avoir du fun avec. Et c'est ça, pour ces gens-là qui sont dans cette curiosité, qui ont peut-être jamais pensé à la diplomatie scientifique, qui ont peut-être jamais pensé qu'on avait besoin d'eux dans le municipal, on avait besoin d'eux dans un ministère. Ça, est-ce que tu pourrais faire une espèce de tour de piste de qu'est-ce qu'ils peuvent aller chercher dans une année comme ça le programme des scientifiques en résidence? Ouais. Ma première réponse est de dire que les scientifiques en résidence vont apprendre globalement comment fonctionne le ministère, comment fonctionne une municipalité, comment fonctionne l'action diplomatique du Québec. Et ça, c'est majeur parce que c'est aussi dans ces endroits que les décisions se prennent. Comment est-ce qu'on rédige une politique publique? Comment est-ce qu'on rédige une déclaration commune d'intention avec un partenaire étranger sur des thématiques scientifiques liées à l'énergie? Tout ça, c'est une corde à son arc qui va nous être utile pendant des années. Parce que c'est aussi dans ces endroits où interviennent différents rapports de pouvoir, quelle force entre en jeu, le délégué général, le gouvernement, les attachés, les pays avec qui on fait affaire. Donc, ça donne une lecture politique, j'ai envie de dire, du monde, des gouvernements, diplomatiques et de la science aussi. Alors, pour ça, parce que ça amène aussi une pluralité de carrières différentes, qu'on aboutisse finalement comme docteur dans une municipalité, dans un gouvernement, c'est des choses qui seront absolument utiles. Oui. Mais oui, moi, je suis totalement d'accord. D'ailleurs, quand j'ai vu ce potentiel-là, la première fois que j'ai entendu parler du programme, c'est pour ça que j'ai proposé la série Horizon PhD et je trouve que tu t'as très bien démontré, et par ton histoire, ton trajet, tout ce que tu as partagé, et par ce petit résumé maintenant à la fin. euh, je pense que c'est clair qu'est-ce qu'on peut gagner comme personne, comme jeune chercheur. Et tu sais, je me dis que, et des fois ça arrive, j'ai parlé aussi à des gens qui font ce trajet-là. Si tu fais ça et que tu reviens en recherche, parce que, comme je te dis, il y a des gens qui... Ça C'est va te servir. possible aussi. Et je suis sûr que tu seras une meilleure chercheuse si tu es passé par ça. Donc, si vous avez cette curiosité, si vous êtes ouvert à la nouveauté et aux défis, parce que c'est ça, il y en a, il y en a pas mal. Surtout ceux qu'on va très loin à l'étranger. Je vais parler à quelqu'un qui est en Corée dans pas longtemps. C'est loin tu sais, géographiquement et culturellement. Si cette curiosité est encore là, pensez au programme des scientifiques en résidence et pensez que vous allez faire partie d'une communauté, parce que ce programme a commencé depuis certaines années, et là, il commence à y en avoir des gens qui sortent du programme et qui sont maintenant à différentes places. Il y en a qui restent à l'étranger, il y en a qui reviennent, et c'est une belle communauté tu sais, à laquelle faire partie. Et Ouais, c'est après, comme une famille, au fond. Puis les gens qui ont quitté le programme maintenant se retrouvent dans les collèges, dans les gouvernements, conseillers scientifiques. Alors, il y a tout ce réseau-là à activer aussi. voilà. Et après, même les mentors. Et en plus, à moi, je trouve, avec la chance du fait que tout ça est comme chapeauté par le FRQ, qui a vraiment tout ce désir de valoriser le doctorat, de valoriser la langue française aussi. Mais, en tout cas, je trouve que c'est plein d'arguments qui font que c'est un beau programme, un programme qu'il faut considérer, indépendamment de quel domaine vous êtes. Pensez-y, écoutez cette conversation avec Anne-Marie, écoutez les autres épisodes qui sont en arrière, parce que toutes les personnes avec qui j'ai parlé, un, ont du fun, deux, sont capables de quantifier puis de nommer qu'est-ce que ça leur a apporté dans ce qu'ils font aujourd'hui, puis comment ça les a amenés à développer des capacités puis des compétences qu'ils ne soupçonnaient pas un jour développer dans leur vie, même si, tu sais, même si à la base ils sont plus introvertis, moins introvertis, etc. Et, et deux, mais c'est ça ce que vient de dire Anne-Marie, c'est ce côté voir et comprendre les rouages de plein de choses qui d'habitude sont très opaques. Et que là, on vous donne une porte d'accès directe pour pouvoir passer une année et avoir cette opportunité d'apprentissage sur le terrain, les mains dans la pâte. Moi, je trouve que c'est génial.
Donc, je sais pas, d'habitude, je demande un petit mot de motivation, mais je pense qu'on vient de le faire, non? Est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter? Est-ce qu'on a manqué Ben, je pense quelque qu'il chose? faut foncer. Au fond, Il faut foncer, puis, travailler pour le Québec à l'étranger, on se rend compte que c'est un privilège. Puis tu l'as dit, David, je pense que le scientifique en chef et son équipe ont vraiment mis le Québec sur la map en termes de diplomatie scientifique, puis on est vraiment reconnus comme les leaders, dans ce domaine, tant en français qu'en anglais. Mais vraiment, on a un rôle à jouer. Et d'ailleurs, la plupart des partenaires, moi, avec qui je parlais en Allemagne, étaient jaloux de ce programme de scientifiques en résidence. Les partenaires universitaires du gouvernement disaient: «Non, mais on n'a pas ça, il faut absolument développer», donc je pense qu'on a innové en ce sens. Et puis oui, à foncer parce que ce qui est bien aussi, peut-être mon mot de la fin, mais c'est aussi de voir quand on arrive à l'étranger, ah ben on fait ça en termes de sciences et des choses auxquelles on n'avait pas nécessairement pensé et qui ont été réfléchies par des partenaires étrangers qu'on pourrait potentiellement appliquer chez nous et profiter de ça. Mhm. Merveilleux. Anne-Marie Pilote, merci énormément David, d'être c'était un venue plaisir, en vraiment. personne. C'était vraiment un grand plaisir. Et ça, j'espère que là, tu as aussi l'occasion dans ton travail d'inspirer les jeunes qui sont au cégep. Parce que moi, je pense que le plus tôt on commence à leur ouvrir les horizons, le mieux, que tu es capable et que c'est possible, en tout cas, que dans ton travail au jour le jour, tu peux aussi. Parce que je sens que il y a plein d'énergie positive que tu as amené de ces expériences. J'espère que tu as l'occasion de la repasser à cette relève-là qui s'en vient et que c'est ça, que ce mouvement grandisse et que ça devienne normal d'avoir des scientifiques Mmh, partout dans le tissu socio-économique. tout à fait. Merveilleux, merci. Merci beaucoup.